Bonjour. Je fais pour parler de l'actualité en ce qui concerne la délinquance. Un de mes abonnés m'a posé cette question. Quelle solution pouvez-vous proposer pour résoudre le problème des Koulouna? Ce qu'il faut savoir, c'est que pour apporter une réponse à cette question, il faut comprendre que l'affaire Koulouna, c'est un problème de jeunesse. L'affaire Koulouna, c'est un problème qui concerne presque tous les pays africains. C'est un challenge mondial. La jeunesse, aujourd'hui, est en proie à la délinquance. Et comment donc résoudre ce problème de la délinquance juvénile? C'est-à-dire ces jeunes qui sont devenus des délinquants notoires et qui représentent aujourd'hui des dangers pour la société. Comment doit-on procéder pour résoudre ce problème concernant la délinquance juvénile? Au Congo, on appelle ça, ce phénomène-là, les Koulouna. Au Cameroun et en Côte d'Ivoire et bien d'autres pays, on parle du phénomène des microbes. Il ne s'agit pas ici de délinquants isolés. Il s'agit de groupes de délinquants qu'on appelle parfois des braqueurs. Au Congo démocratique, ces Koulouna sont parfois aussi appelés des terroristes. La question qu'on doit se poser donc, aujourd'hui, on doit répondre à la question de cet abonné. On doit essayer de donner les pistes de solutions pour résoudre, pour résorber à ce problème de délinquance juvénile, ce problème de Koulouna. Dans un premier temps, on va dire il vaut mieux prévenir que de guérir. Ça, c'est l'une des premières choses que je vais dire. Il ne faut pas trop s'attarder sur les conséquences. Il faut regarder les causes. Qu'est-ce qui est à l'origine des affaires Koulouna? Qu'est-ce qui a poussé ces jeunes à se retrouver à être des délinquants notoires, à être une menace pour la société? C'est la question qu'il faut se poser et commencer en même temps, en résolvant les problèmes Koulouna, il faut aussi penser à la prévention de ce phénomène-là. Et comment peut-on prévenir ce phénomène? Quelles sont les causes de la délinquance juvénile dans nos pays? Dans un premier temps, on va d'abord regarder au niveau des familles. Les familles, très souvent, n'ont pas suffisamment de moyens pour faire que les enfants aient une éducation digne de ce nom. Et le fait que ces familles n'aient pas suffisamment de moyens ont souvent des conséquences à plusieurs niveaux. L'abandon de l'éducation, l'abandon de la scolarité, abandon scolaire. Dans un deuxième temps, errance des jeunes, parce que s'il n'y a pas les emplois, si par exemple les familles n'ont pas la possibilité d'imposer à ces jeunes de travailler ou d'orienter ces jeunes vers des métiers, n'ont pas les moyens pour payer les formations à ces jeunes-là, alors ils vont errer et ils peuvent avoir de mauvaises compagnies et après ça, devenir des dangers pour la société. Donc dans un premier temps, on va voir que les familles sont à l'origine de ce phénomène-là. Il y a dans des familles parfois des moments où parfois le décès d'un des parents, de l'un des parents, des familles qui ne s'entendent pas, des familles où par exemple, des familles parfois monoparentales, où par exemple l'un des parents qui est resté est plus concentré sur la recherche de l'argent et ne cherche pas parfois à avoir un contrôle sur ce que font leurs enfants et ce qui peut pousser ces enfants-là à avoir de la mauvaise compagnie. On sait aujourd'hui que en ce qui concerne les familles, elles sont plus concentrées
à la recherche de l'argent, comment faire pour subvenir aux besoins des enfants, comment faire pour que les enfants puissent survivre. Voilà. Donc dans un premier temps, il y a la famille. Et la famille est le seul lieu, le seul organe qui peut permettre, par exemple, aux jeunes d'avoir une formation au plan spirituel, c'est-à-dire au plan religieux. C'est la famille qui donne cette éducation à l'enfant. Donc l'éducation, dans un premier temps, c'est la famille qui est, on peut dire, le pilier. Qui est le pilier pour pouvoir soutenir l'éducation, la formation de nos jeunes. C'est la famille dans un premier temps. Dans un second temps, on va voir par exemple que les seconds responsables, on peut voir les religieux. Les religieux dans nos États, dans nos pays africains, ou de façon générale dans le monde, les religieux aujourd'hui sont parfois devenus des personnes qui ne sont plus à la merci de Dieu, ne sont plus au service parfois de Dieu. Ils sont à leur propre service, ils cherchent à s'enrichir, à se remplir les poches. Et c'est la raison donc parfois pour laquelle ces religieux-là oublient ce qui les appartient. Ils ne sont plus là pour être des représentants de Dieu sur la terre. Ils ne sont plus là pour montrer le bon exemple dans la société. Ce sont eux qui sont à l'origine des grands scandales de la société et qui cassent le moral. Ils ne sont pas des modèles à suivre. Ils sont des modèles à ne pas copier. Ces religieux, on peut les citer. Ce sont des exemples de la dépravation des mœurs, ou par exemple les vols, les meurtres, les adultères, tout ce qui est mauvais. C'est ce que ces églises parfois font. Ce qui fait que ces jeunes n'ont pas de référence. Se disent, si les hommes de Dieu sont comme ça, alors ça veut dire que ça sert à quoi d'être, ça veut dire que tout ce qu'on peut ne pas être quelque chose de bien. Ça veut dire que ce qu'eux racontent, s'ils ne font pas ce qu'ils sont en train de dire eux-mêmes, pourquoi est-ce que je dois faire ça? Donc ces religieux ne sont pas parfois des modèles qui peuvent pousser les jeunes à admirer, à vouloir être comme eux. Donc on a parlé des parents, on a parlé des religieux. On va voir par exemple aussi la responsabilité de l'entourage, des amis. Vous savez, il y a un adage qui dit souvent, dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. On peut penser dans un premier temps que les amis ou les fréquentations peuvent ne pas avoir une influence sur la personnalité ou sur la personne. Mais je voudrais dire non. Toutes ces personnes, tout l'environnement influence l'individu. Le modèle, les jeunes doivent toujours avoir un modèle à copier. Si dans l'environnement, par exemple, il n'y a pas un modèle, si dans l'environnement, les amis des parents, les amis de la famille, s'il n'y a pas un environnement, s'il n'y a pas une personne ou un individu à copier, cela n'est pas une très bonne chose. Cela ne représente pas une très bonne chose. Parce que un jeune doit avoir une référence, un jeune doit avoir une personne à copier, un modèle à copier, un modèle à admirer. Et c'est donc ça le véritable problème. Ça dit que l'environnement peut aussi influencer ces jeunes-là. Dans un quatrième temps, on peut parler du rôle du gouvernement ou des gouvernements. Ce qu'il faut savoir, c'est que quoi? C'est que malgré les crises, malgré le manque de moyens financiers, malgré tout cela, c'est un devoir pour le gouvernement, pour les États, surtout les États africains, et particulièrement l'État du Congo, que ce soit l'État du Congo, du Gabon, du Cameroun, du Tchad, de la Centrafrique, du Mali, bref, ces États-là ils doivent savoir que c'est un devoir pour eux de former
leur population, de les employer, de leur trouver des emplois, de les nourrir, de faire tout pour qu'ils puissent avoir des moyens pour leur survie et de les soigner. C'est un devoir pour l'État de faire cela, de trouver des emplois à leur population, de former leur population. C'est un devoir. Donc, si par exemple ces jeunes sont errants, c'est quelque part aussi de la faute des gouvernements, la faute des États qui n'ont pas mis sur pied des moyens pour pouvoir occuper ces jeunes-là et qui les a laissés abandonner les études et qui n'ont pas trouvé des politiques pour les occuper. Parce que vous savez, lorsque des personnes sont errantes, alors elles peuvent se mettre à des moments donnés à faire des choses qui ne sont pas bonnes ou des choses qui ne sont pas normales. Vous voyez par exemple, c'est un devoir pour le gouvernement de créer par exemple des centres de formation pour les personnes qui n'ont plus l'âge. Parce que vous voyez par exemple, l'État intervient ici à plusieurs niveaux. C'est parfois l'État qui limite l'âge des concours. C'est parfois l'État qui limite l'âge d'entrer dans les écoles. C'est parfois l'État qui limite l'âge, qui dit par exemple que ceux-ci sont trop vieux pour pouvoir fréquenter, pour pouvoir aller encore à l'école. Ceux-ci n'ont plus l'âge de faire tel examen, de faire tel concours. C'est encore l'État qui doit maintenant trouver des lieux où ces personnes-là peuvent se former. Et si cela n'est pas fait, et l'État doit tout faire pour informer le maximum possible ces jeunes ou ces populations-là des opportunités qu'il les offre. C'est un devoir pour l'État de le faire. Et si par exemple cela n'est pas fait convenablement, alors on sera sujet. Alors l'État ouvre donc une grande porte pour de la délinquance juvénile. L'autre problème, c'est aussi que toujours en ce qui concerne le gouvernement, c'est laisser la corruption prendre place. La corruption est quelque chose de très négatif et quelque chose qui détruit notre société et qui détruit les sociétés en Afrique et dans le monde à plusieurs niveaux. Parce que l'un des endroits qui est comme le siège de la moralité, qui devait être comme le siège de la moralité, qui devait être comme le siège de tout ce qui est bien, où par exemple on devait mettre les bases d'une bonne fondation pour la formation des personnes, la formation des jeunes, c'est l'école. Mais c'est parfois dans ces écoles-là que, à cause de la corruption, il y a le trafic de stupéfiants, le trafic, par exemple, et que tous les mauvais comportements, à cause parfois des enseignants, de mauvaise moralité, à cause parfois des dirigeants de ces établissements, nous ne pouvons pas parler des problèmes des jeunes, nous ne pouvons pas parler de ce problème-là sans parler des jeunes eux-mêmes. Les jeunes eux-mêmes sont pour une bonne partie responsables de leur délinquance. Vous voyez par exemple, beaucoup de jeunes vont accuser leurs parents, on va accuser tout le monde. Mais les jeunes eux-mêmes sont à l'origine de leur perdition. Ils sont à l'origine de ce qui les arrive. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui sont cupides. Ils veulent manger là où ils n'ont pas travaillé. Ils ne font pas dans le culte de l'effort. Ils ne font pas les efforts pour pouvoir travailler. Ils veulent toujours copier tout ce qui est facile. C'est pas bon. Pour se forger un caractère pour réussir, pour ne pas être délinquant, il ne faut pas surtout être cupide. Il ne faut pas être corrompu. Dans les écoles, dans les établissements, aujourd'hui, ces jeunes, parfois, cherchent à acheter les notes. Parfois, payent les heures d'absence. C'est-à-dire, parfois, il y a des moments où ils arrivent. C'est à ce moment-là qu'ils se forgent une mauvaise moralité, une mauvaise mentalité.
Et c'est quelque chose de très dangereux parce que il faut reconnaître la responsabilité de ces jeunes-là. Très souvent, au niveau de la société, ces jeunes qui ne veulent pas travailler, qui ne veulent pas fournir les efforts. Vous devez savoir, la vie n'est facile pour personne. C'est chacun qui doit se bâtir, qui doit se construire. Personne n'est venu accompagner sur la terre, c'est votre responsabilité de vous construire. Et à ce moment-là, on va voir que le jeune est responsable de tout ce qui lui arrive. Parce que il est responsable de ce qu'il fait. Nous ici, dans cette vidéo, je suis en train de donner la responsabilité de chacun. Le jeune lui-même est bien responsable de ce qui lui arrive. Celui qui ne veut pas parfois aller travailler, on lui trouve le travail, il fuit. Il passe se promener. Il passe sur des endroits qui n'ont rien à voir. Il cherche à avoir des mauvaises compagnies. Il cherche à avoir la vie facile. Il veut imiter ce qu'il a vu dans les films ou dans les séries télévisées. En fait, ces mauvais comportements-là ne sont pas que c'est pas quelque chose qui peut aider un jeune à s'en sortir. Et c'est ce que le jeune doit comprendre. Le jeune est responsable de ce qui lui arrive. Même si quelque part il aura tendance à vouloir accuser les autres, on ne peut pas seulement accuser les autres. Regardez, voici 5 doigts. Je pointe une personne. Vous voyez par exemple, je pointe là. Il y a un doigt qui regarde la personne. Et il y a 3 doigts qui me regardent. Et un seul doigt regarde de l'autre côté. Pour dire que si tu es un jeune et que tu vas accuser les autres, il y a 3 doigts. Sur les 5 doigts, 3 doigts vont te demander et toi-même. Et toi alors tu fais comment? Tu ne fais qu'accuser les autres. Toi-même, quel est ton degré de responsabilité dans ce qui t'arrive? Donc, je ne vais pas trop m'attarder sur... je me dis, autre personne est responsable de la jeunesse. Autre personne est responsable de ce qui arrive aux jeunes. Et c'est la raison pour laquelle je suis enseignant. Je ne peux pas trop m'attarder à vouloir accuser la jeunesse. Je me dis, on peut tout faire pour pouvoir les aider à pouvoir s'en sortir. On peut tout faire pour les canaliser, pour les orienter. Et c'est donc la raison pour laquelle il y a des choses que je ne peux pas dire ici. Je vais vous dire ça dans une autre vidéo. Ici, il y a plusieurs niveaux de responsabilité. Mais ce n'est pas sur ça qu'il faut. C'est comment donc faire maintenant pour résoudre le problème. Ça, c'était pour anticiper. Je parlais comme ça pour essayer de montrer le niveau de responsabilité sur le phénomène de la délinquance juvénile. Actuellement, notre problème, c'est de savoir comment donc résoudre efficacement le problème de façon directe. Comment donc résoudre ce problème-là de façon directe? Alors, je dirais dans un premier temps que c'est vrai que ces délinquants représentent une menace pour le pays, représentent une menace pour les villes. Mais il faut savoir que tout citoyen a droit à la vie. Tout citoyen a droit à une justice équitable. Et si ces Corona sont arrêtés, si ces délinquants, ces jeunes-là sont arrêtés, dans un premier temps, la solution avait été proposée par les États. Par exemple, concernant les Corona, il y a par exemple les camps de réinsertion sociale où on donne des formations en menuiserie, en maçonnerie, donc on leur donne des formations en prison. Au Cameroun, cela s'est fait. Et ça se fait encore. Dans les prisons, par exemple, il y a des projets d'humanisation. Au Cameroun, par exemple, dans les prisons, beaucoup de jeunes obtiennent leur diplôme de formation, leur diplôme académique. Et personnellement, c'est quelque chose à apprécier, c'est quelque chose à encourager. C'est vrai, on va leur demander de faire encore un peu plus. Ce qu'on doit toujours leur demander, de faire encore un peu plus. Parce que les prisons, le ministre Constant Moutamba a posé un problème. Il parle de 85% des détenus qui sont encore prévenus, qui ne sont pas encore, ils sont en détention préventive.
85%, ça veut dire qu'il n'y a que 15% de prisonniers. Ça veut dire que, imaginez un peu s'il y a 1000 personnes, ça veut dire que sur les 1000, il y a 850 qui n'ont pas encore été jugés, qui n'ont pas encore été condamnés. Et cela pose un sérieux problème. Mais ce n'est pas ça notre problème aujourd'hui. Notre problème aujourd'hui, c'est de proposer des solutions pour résoudre le problème de la délinquance juvénile. Il faut par exemple résoudre, on revient donc à ce qui a causé le problème de l'abandon scolaire, du décrochage scolaire, l'abandon de la scolarité. Pour les filles, parfois c'est les grossesses précoces, c'est par exemple le fait de tomber enceinte, faire abandonner l'école. Et là derrière, il faut trouver des centres de formation pour ces gens qui ont abandonné l'école tôt. Il faut les trouver des moyens parce que le fait de limiter, de dire par exemple que dans les écoles, on ne veut plus que les gens aient tel âge. C'est de créer par exemple, comme parfois on a fait ici au Cameroun, les cours du soir ou les cours par exemple particuliers pour des personnes qui n'ont plus l'âge d'être mélangées avec ces jeunes, avec les plus jeunes. C'est de trouver par exemple des formations particulières pour par exemple ces genres de personnes-là. C'est par exemple de créer beaucoup de centres de formation, de faire en sorte que de créer des projets de grande envergure. Il faut penser à la théorie de Keynes. John Maynard Keynes parle de la théorie économique. C'est-à-dire c'est au gouvernement, à l'État, de créer constamment des projets de grande envergure où il va employer. Parce qu'il faut occuper les jeunes. Il faut tout faire pour les occuper. Et aujourd'hui, par exemple, il y a une mine d'or qui est sous-exploitée en Afrique. C'est la mine d'or du numérique. C'est la mine d'or du numérique. Parce que le fait, par exemple, de faire en sorte que les jeunes ne puissent pas suffisamment fréquenter, qu'il y ait une population qui ne sache pas lire, qui ne sache pas écrire, représente une menace pour le pays. Ce qu'il faut savoir, c'est ça. Au fur et à mesure que la population est instruite, au fur et à mesure, on éloigne la menace. Et aussi, il faut éviter le maximum possible les injustices sociales. Les injustices sociales. C'est-à-dire, il faut tout faire pour qu'il y ait de la justice et de l'équité. Parce que les injustices sont aussi à l'origine de la délinquance sociale. Créer par exemple des systèmes comme aux États-Unis ou en Europe où les enfants appartiennent à l'État d'abord et non aux familles. C'est-à-dire que de sorte que si un parent blague avec son enfant, alors si un parent blague avec son enfant, alors l'enfant appartient d'abord au gouvernement, à l'État. Ce qui fait que à tout moment, les services sociaux peuvent venir récupérer l'enfant, arracher l'enfant à ses parents, faire comprendre aux parents qu'ils ont une très grande responsabilité, en aidant ses parents à avoir de l'emploi, en aidant ses parents, les encourageant à suivre leurs enfants, à suivre la scolarité des enfants. On éloigne de ces pays-là, on résout une bonne partie de la délinquance juvénile. La solution ici n'est pas de fermer les églises. C'est plutôt d'encourager les églises d'être des modèles d'humanité. Beaucoup de ces églises prônent la vengeance. La vengeance n'est pas la solution parce que, je prends un exemple. Une personne qui me veut du mal, l'église dit il faut qu'il meure, il faut qu'il meure, il faut qu'il meure. Mais attendez, moi je ne vois rien d'humain là-dedans. Si l'église prône la mort, ils sont plus dangereux, ils sont plus pires que ces gouvernements qui viennent réinstaurer la peine de mort, la peine capitale. Eux, si on applique ça sur eux, moi j'aime les pays comme la Corée du Sud, où personne n'est au-dessus de la loi, où à tout moment, que tu sois président, que tu sois n'importe quoi dans le pays, tu dois savoir que tu peux être sous le coup de la loi. À tout moment, on arrête les présidents, à tout moment, on les juge, à tout moment, on les condamne. Il n'y a personne qui soit au-dessus de la loi. Quand, par exemple, on a des systèmes comme ça représente des modèles, des exemples. Et normalement, pour résoudre aussi ces problèmes de la délinquance juvénile, il faut créer des entreprises qui vont avoir sérieusement les emplois.
il ne faut pas encourager seulement les jeunes à aller, par exemple, seulement faire dans la culture ou bien tout ça. Il faut créer des âmes. Il faut créer des grandes entreprises, des entreprises qui vont occuper le maximum possible de jeunes. S'il faut faire la culture, il faut d'abord les former pour que ces jeunes puissent faire de la culture. Je crois que on va revenir sur ce sujet-là. On pourra entrer encore un peu plus en profondeur. Mais j'essaie de donner quelques esquisses. Comment résoudre le problème. Mais maintenant, ceux qu'on a arrêtés, c'est-à-dire les clowns qui sont arrêtés, la solution n'est pas de les assassiner. Ça ne sert à rien. Parce que au niveau du Cameroun, du Nigeria et dans beaucoup d'autres pays, chaque jour, on brûle les bandits. Chaque jour, on les brûle avec les roues. Chaque jour, on les brûle dans les carrefours. Mais ça ne change rien. Et personnellement, je propose aussi, si par exemple, dans mon quartier où je suis, ici, il y a des jeunes qui dérangeaient, qui agressaient, même jusqu'à agresser leurs propres parents. Ils ont été signalés par le quartier et ils ont été arrêtés. Ils sont en prison. Ils n'ont pas été assassinés. Le quartier calme. Les agressions ont cessé. Et ces jeunes, il faut chercher à faire en sorte qu'ils puissent être capables de se réinsérer, qu'il y ait possibilité qu'il y ait une réinsertion sociale. Et d'arrêter aussi de mettre de coller des bandes sur ces gens-là en disant ce sont des repris de justice. Ce sont des personnes qui ont déjà été condamnées. Ce sont des personnes qui ne peuvent pas changer. Non, les êtres humains peuvent changer. Donc, selon moi, il s'agit de les former lorsqu'ils sont en prison. Il s'agit de les éduquer sérieusement. Il s'agit de leur donner une seconde chance pour qu'ils puissent aussi participer à l'évolution sociale, pour qu'ils puissent aussi participer à l'émergence de notre société. Donc voilà par exemple ce que moi je propose pour ces jeunes délinquants qui ont été arrêtés. Pour ceux qui sont multirécidivistes, je pense que l'idéal serait de les incarcérer sur un lieu, c'est-à-dire de donner même la peine de vie, la peine de perpétuité, c'est-à-dire peine à vie, c'est-à-dire qu'ils doivent rester en prison à vie, mais toujours avec une possibilité de sortie. Pourquoi? Parce que les êtres humains changent. En fait, je vais vous donner les autres idées dans d'autres vidéos. Abonnez-vous et partagez au maximum possible cette vidéo. Ceux qui vont faire les prépas concours, en fait, vous devez savoir, niveau baccalauréat, on a dit, niveau baccalauréat, vous devez savoir que vous devez payer 5 000 francs pour l'inscription et c'est 20 000 francs chaque mois. Vous devez avancer au moins 2 mois. Vous devez avancer au moins 2 mois. Et pour ceux qui vont faire le concours au niveau licence, au niveau Bac plus 2, vous devez vous inscrire à 5 000 francs et vous devez payer 30 000 francs chaque mois. Et pour commencer, vous devez avancer au moins 2 mois. Abonnez-vous et partagez au maximum possible. On se voit prochainement. Inch'Allah.